Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission qui pousse les portes de l'innovation et questionne la société numérique. Vous le savez, le vendredi, c'est l'occasion de découvrir plus en profondeur un sujet à travers une personnalité. Aujourd'hui, je vous propose l'Académie des technologies, puisque mon invité s'appelle Denis Rank et c'est son nouveau président. Ce sera donc la grande interview tout à l'heure de Denis Rank, président de l'Académie des technologies. Et puis, Smart Tech enchaînera sur sa séquence dédiée à l'espace. Aujourd'hui, on parlera de tourisme spatial avec une start-up qui peut-être nous préparer tous à de futurs vols orbitaux et suborbitaux. Mais tout de suite, c'est l'heure de la grande interview académique. Grande interview académique aujourd'hui dans Smart Tech grâce à la présence du nouveau président de l'Académie des technologies, Denis Rank. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je peux vous présenter comme un fin connaisseur de l'industrie, puisque vous avez démarré votre carrière d'abord au ministère de l'Industrie et puis chez Thomson, dans le groupe Thomson SA en 1983. Et c'est sous votre présidence que Thomson CSF a été rebaptisé Thales, donc l'entreprise que l'on connaît tous aujourd'hui, fin connaisseur de l'industrie, et vous dites aussi manager finalement des technologies. Donc vous êtes entré à l'Académie des technologies il y a déjà quelques années, mais vous n'en êtes le président que depuis fin 2021. Alors déjà sur la question de l'industrie française, j'avais une question moi par rapport aux licornes. On sait qu'on est dans une start-up nation, qu'on valorise énormément nos start-up qui grandissent vite, valorisées plus d'1 milliard de dollars ou d'euros. Mais quand vous regardez les licornes françaises, finalement, il y en a très peu dans le domaine industriel. Est-ce que ça, c'est un point qui vous inquiète ? Ça ne m'inquiète pas parce que la dynamique est tellement forte que je pense qu'on va rattraper ce retard. Mais nous avons quand même des startups dans le domaine technique, dans le domaine deep tech. On en a même qui commencent à parler de faire des usines en France. J'en connais quelques-unes. Donc je ne suis pas inquiet. Dans le monde entier, il est plus facile de créer une start-up pour du numérique sur des plateformes purement dématérialisées que de faire une vraie usine avec des vraies technologies en hardware, si je puis dire. Ça prend un peu plus de temps. Ça prend plus de temps, mais je ne suis pas inquiet. En tout cas, c'est un mouvement formidable. Quand j'ai commencé ma carrière, on voulait tous rentrer dans des grands groupes ou au service de l'État. Aujourd'hui, je vois les jeunes sortant d'école d'ingénieurs veulent aller dans les startups. C'est très prometteur. Alors, on va parler d'abord de cette Académie des technologies pour essayer de mieux la connaître. Je vous disais, quand on préparait cet entretien, finalement, c'était un peu l'Académie de Smart Tech. Donc, ça mérite qu'on y passe un peu de temps. Elle a été fondée en 2000. Oui. Donc, finalement, c'est une jeune académie. Elle est toute jeune, elle est née avec le siècle. Donc, nous sommes la seule académie du 21e siècle en France. Nous étions auparavant au sein de l'Académie des sciences. Et il a été jugé très sagement par cette académie et par le gouvernement de l'époque que la technologie était un sujet tellement important qu'elle méritait une académie autonome. Donc, nous sommes restés bien sûr en très bon contact avec l'Académie des sciences, mais nous volons de nos propres ailes depuis 20 ans, ce qui est très jeune, puisque beaucoup d'académies ont été fondées au XVIIe, au XVIIIe siècle en France. Donc nous sommes très très jeunes, comme la technologie d'ailleurs. Et vous avez le même statut qu'une académie française, par exemple ? À peu près. Nous ne sommes pas membres de l'Institut parce que les statuts de l'Institut sont figés, mais nous sommes sous la protection du président de la République. Nous sommes un établissement public avec une petite subvention de fonctionnement servie par le ministère de la Recherche et de l'Innovation. Et surtout, nous sommes riches de nos plus de 300 académiciens, tous bénévoles et tous ayant une carrière qui a été faite dans le monde de la recherche, de l'industrie et souvent des deux. Alors, si je prends la devise de l'Académie des technologies, pour un progrès raisonné, choisi et partagé, pourquoi ce positionnement qui pourrait être perçu un peu comme une réserve finalement face au progrès technologique ? C'est une très belle devise, je trouve. D'abord, elle réhabilite le mot de progrès. On ne parle plus beaucoup de progrès aujourd'hui. On parle d'innovation, mais l'innovation, on a des bonnes et on a des moins bonnes. Le progrès, nous continuons à penser fondamentalement comme la grande majorité de nos concitoyens, mais contre l'avis de certains, que la science, la technologie continuent à bénéficier à l'humanité et au progrès humain et nos concitoyens en particulier. Donc c'est une conviction positive profonde, pour vous, positive pour la technologie. Mais voilà, des réserves. Mais tout n'est pas bon à prendre dans la technologie. Il y a des risques, il y a des sujets parfois d'inquiétude. Donc nous précisons, nous sommes pour un progrès raisonné, choisi et partagé.
Raisonner, ça veut dire que nous basons notre conviction sur la science, sur les faits réels, sur des choses prouvées. Nous, face à un événement, nous aimons dire ceci est vrai et c'est prouvé, ceci est faux et c'est prouvé. Et puis là, on ne sait pas. Donc c'est encore le domaine de la recherche, parce qu'il faudra trouver, mais à l'avenir. Raisonner, donc, choisi, parce que nous sommes en démocratie, et que le débat démocratique aujourd'hui sur la technologie prend de plus en plus d'ampleur, les moyens d'information, de communication, comme nous aujourd'hui, donnent aux citoyens l'occasion de se forger davantage son opinion. Donc nous sommes là pour l'éclairer et partager, bien parce qu'il ne s'agit pas d'enrichir quelques-uns au profit des autres. Je souhaite beaucoup de bien aux licornes françaises, mais il faut qu'elles bénéficient à l'ensemble de l'économie. Que ça devienne un bien commun. Un bien commun. Est-ce qu'on peut douter aujourd'hui, ou vous l'avez dit, certains le font de manière ostentatoire, mais est-ce qu'aussi au sein de l'Académie des technologies, on se pose la question de l'apport des technologies à l'humain ? Oui, on se le pose, et on se le pose d'autant mieux que depuis le début, nous avons veillé dans l'Académie à ce qu'il y ait des compétences très diverses. Et quand on aborde un sujet, on ne l'aborde pas simplement comme, pardonnez-moi, des geeks de la techno voulant à tout prix, quoi qu'il en coûte, si je puis dire, au plan humain, apporter la technologie, pas du tout. Nous avons au contraire des compétences dans le domaine des sciences humaines et sociales, nous avons des historiens, des psychologues, nous avons des sociologues, et donc nous essayons d'apporter sur la technologie un regard sociétal, sans aucun mépris pour ceux qui n'y croient pas ou qui la critiquent, en essayant au contraire de comprendre leurs arguments, pas forcément de les convaincre, mais d'au moins de donner aux autres, aux citoyens, les éléments pour se faire leur propre opinion. Alors, vous avez cité un peu les divers domaines d'expertise qui sont représentés au sein de l'Académie des technologies. Vous avez 4 prix Nobel quand même, hein, c'est assez prestigieux. Tous sont importants parmi les académiciens, mais on est très content d'avoir 4 prix Nobel et beaucoup d'autres médailles, des distinctions dans tous les domaines. Et quelques célébrités qu'on a reçues d'ailleurs dans Smart Tech, Claudie Aigneret ou Luc Julia. Et je vais citer également Thierry Breton, qu'on attend toujours sur ce plateau d'ailleurs. C'est un membre actif ? Alors Thierry Breton a été un membre actif, bien entendu, depuis qu'il est commissaire européen, il s'est déporté, comme on dit, mais il reste membre de l'Académie, bien entendu, il ne prend plus part à nos débats, mais c'est très, très bien pour l'Académie d'avoir en plus le commissaire en charge précisément de l'industrie et de la technologie dans nos rangs. Il est d'ailleurs intervenu dans notre convention du 20e anniversaire en décembre dernier. Thierry a fait un exposé très remarqué. Très bien. Et en plus, vous pouvez lui pousser peut-être quelques sujets. Absolument. Quels sont les critères pour entrer dans votre Académie des technologies ? Alors les critères, c'est d'avoir une véritable expérience dans le domaine qui est le sien, d'être reconnu. C'est d'être connu aussi pour s'intéresser à la chose publique, être prêt à donner de son temps, que l'Académie est faite de bénévoles et sa force réside principalement, presque exclusivement dans ces bénévoles. Nous avons une petite équipe permanente, rémunérée, extrêmement dévouée, mais qui ne peut pas faire elle seule, bien sûr, le travail, loin de là, mais qui supporte les académiciens dans leurs travaux. Donc voilà, une compétence reconnue, une indépendance d'esprit. Nous, bien sûr, nous avons tous une carrière, tantôt dans le public, tantôt dans le privé, tantôt souvent dans les deux. Donc nous avons notre bagage, si je puis dire. Peut-être même avons-nous quelques biais cognitifs, parce que nous avons été formés. Mais l'intérêt de l'Académie, c'est justement qu'on a des regards croisés, nos processus sont collectifs, nos groupes de travail sont divers, ce qui permet donc d'avoir vraiment une vue, j'allais dire, vraiment indépendante. Bon, on a une compétence qui est individuelle et collective, on a une indépendance qui est clairement collective. Alors, je n'ai pas cité comme personnalité Cédric Villani, qu'on connaît bien aussi dans Smart Tech, qui vient tous les mois chroniquer les travaux de l'OPEX, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Il appartient, lui, à l'Académie des sciences. Tout à fait. Pourtant, il pourrait tout à fait entrer dans les critères que vous avez cités à l'Académie des technologies. Je voulais préciser un point, c'est qu'il n'y a pas de candidature à l'Académie. Ce sont des cooptations. C'est-à-dire que nous venons d'élire, par exemple, 23 nouveaux académiciens, parce qu'on a fait 2 promotions en une, le Covid nous ayant empêché de faire une promotion en 2020. Tous les 23 ont été surpris. Ils n'étaient pas candidats, ils ont été surpris. D'ailleurs, on leur laisse le choix, bien sûr, de dire oui ou de dire non. La plupart, tous nous ont dit oui. Certains nous ont dit, je ne serai pas toujours disponible tout de suite, mais plus tard, ça m'intéressera beaucoup.
Donc voilà, donc il n'y a pas de candidature a priori, donc on ne peut pas en parler à l'avance, mais nos contacts avec Cédric Valli sont très importants, ne serait-ce que Bon, parce donc qu'il préside... on ne peut pas m'annoncer quoi que ce soit il préside là aujourd'hui. l'OPEX, voilà, je ne vais pas préempter quoi que ce soit. Très bien, on en reparlera donc. Alors ça me permet quand même d'enchaîner sur la question des mathématiques en France. C'est un sujet qui vous préoccupe aujourd'hui de voir le niveau en mathématiques qui baisse ? Oui, ça nous préoccupe. D'abord, je pense que la France reste encore un très bon niveau pour les mathématiques les plus avancées. Nous avons nos médailles Fields, on citait Cédric Villani tout à l'heure, il y en a eu bien d'autres. Donc je crois que la pointe du diamant est toujours très, très bonne, très dure et très percutante. Mais la base du diamant est en train de s'éroder, clairement. Et le niveau, il ne s'agit pas simplement de dernières années, il ne s'agit pas de remettre en question telle ou telle réforme récente, comme la presse en est fait l'écho récemment. La réforme Blanquer, par exemple. Je crois que le sujet... permet d'exclure les mathématiques aujourd'hui. Le sujet est beaucoup plus profond. Le sujet est beaucoup plus profond que cela. Il remonte à beaucoup plus longtemps. Il touche sans doute, il trouve ses racines sans doute dans tout le système éducatif français, y compris peut-être dans les valeurs familiales et personnelles. Donc c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup parce que, pour être très court, les bonnes mathématiques font les bons ingénieurs, qui font les bonnes entreprises, qui font le succès de la France. Donc pour nous, c'est très très profond. Je ne sais pas sous quelle forme nous allons intervenir et nous sommes en train d'y réfléchir, car nous ne devons pas nous élever sous une condition. Nous ne sommes pas des experts en mathématiques et en formation mathématique, mais nous sommes tous des usagers des mathématiques. Et donc c'est en tant qu'usagers que nous allons regarder peut-être quelles sont les causes du problème, quelles en sont les conséquences et alerter sur le risque qu'il y aurait à ce que la France soit durablement dans un état, il faut bien dire, de dernier de la classe ou presque dernier de la classe européenne en matière de mathématiques. Alors qu'on a une excellence française depuis longtemps. Comment vous comptez aussi améliorer l'attractivité de ces métiers techniques du numérique où on manque énormément de compétences et aussi, je dirais, de mixité, de diversité ? Tout à fait. Alors d'abord, je commence par la diversité. Nous sommes très conscients aujourd'hui et très soucieux que les jeunes femmes et les plus âgées soient présentes dans l'industrie et dans les technologies. Nous-mêmes, au sein de notre académie, en prenons grand soin. Par exemple, dans la promotion que nous allons recevoir à l'académie de 23 personnes, il y a 45% de femmes. Ce qui est beaucoup plus que le vivier naturel dans lequel nous allons piocher, qui est plutôt autour de 20%. Vous vous êtes imposé ce... Nous n'avons pas fait de quota. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le vote libre. Nous avions beaucoup moins de candidats femmes que de candidats hommes. Ça reflétait naturellement la population des gens concernés. Et le vote libre des académiciens a conduit, sans qu'il y ait aucun quota, sans qu'il y ait aucune préférence affichée, en tout cas, vis-à-vis des femmes, à cette proportion de quasiment moitié-moitié. Ce qui montre que tous nos académiciens maintenant ont pris conscience de cette question et qu'on n'a pas toujours besoin de mettre des règles artificielles entre gens de bonne compréhension et de bonne volonté. Donc ça, c'est la mixité. Comment on fait pour donner un peu envie aux jeunes d'embrasser ces métiers techniques et technologiques ? Et vous avez tout à fait raison. Et pour finir avec la mixité, notre souci, c'est qu'il faut que le pipeline s'alimente en amont. Nous, Académie, on est un peu en bout de chaîne, si je peux dire. Beaucoup, nos académiciennes ont fait déjà leurs preuves dans l'industrie. Le problème, sont celles qui rentrent en ce moment. Oui. Donc il faudra bien veiller, c'est un des soucis actuels, que les jeunes filles soient toujours attirées par les sciences et la technologie. Plus largement, les jeunes aussi. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous avons des actions de promotion pour cela. Nous avons d'ailleurs un de nos pôles est clairement dédié à l'éducation et à la formation. Et nous faisons la promotion de la technologie auprès des plus jeunes. Mais nous sommes un parmi de très nombreux, car c'est un sujet national, me semble-t-il. Le simple fait que vous énonciez qu'il y a beaucoup d'opportunités de carrière dans l'industrie de la technologie est déjà un signe encourageant. Absolument. Alors, on a parlé des mathématiques, on a parlé de l'attractivité des métiers. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui vous préoccupent ? Parce qu'on sent qu'en ce moment, on est un peu à l'heure de décisions critiques, finalement, pour la société de demain. Alors, on travaille sur énormément de sujets et il serait très long et j'en serais en plus pas capable de tous les énumérer. Je pense que dans nos travaux, il y a quand même un sujet qui domine un peu tous les autres. C'est la question de ce qu'on appelle la transition énergétique. Et dans un papier récent, nous l'avons plutôt intitulé « La révolution énergétique ». À quel point, si nous voulons, et nous le voulons tous, réussir des objectifs que s'est fixé notre pays et notre Europe,
ce n'est pas une petite transition, si je puis dire, au jour le jour, business as usual, qui fera la réponse. Il faut une véritable mobilisation et sur certains plans, on en prend le chemin, sur d'autres non. Les annonces récentes du président de la République, qui sera peut-être candidat, vont dans de tout à fait bon sens, mais il reste à construire une stratégie. Nous avons des éléments de stratégie, nous n'avons pas encore la grande stratégie construite, cohérente, qui mènera notre pays à ses objectifs de réduction. Nous avons aussi. Alors on a reçu sur ce plateau aussi Marianne Legnaud, qui est à la tête de Enedis et qui nous parle de cette révolution écologique et cette transition numérique à travers la création d'un réseau intelligent, électrique. Mais pour l'instant, et d'ailleurs je crois qu'on est le numéro 1 des réseaux électriques intelligents dans le monde, mais on ne voit pas pour l'instant encore vraiment de choses se concrétiser au niveau plus largement européen. Est-ce que l'Académie des technologies aussi travaille à cette échelle européenne ? Oui, nous sommes... oui, et d'abord vous avez raison de dire que la question énergétique, elle est européenne. Les réseaux sont interconnectés et personnellement, je pense qu'on ne pourra pas durablement avoir entre les différents pays européens des stratégies complètement opposées. Parce qu'à un moment donné, l'interconnexion va faire que la disparité des politiques finira par se voir sur les échanges. On commence déjà à s'en rendre compte. Même si la règle de l'Europe, c'est que chaque pays bâtit lui-même son mix énergétique. Mais je pense qu'il faudra bien qu'à un moment donné, il y ait une certaine forme de convergence, faute de quoi le système risque d'être assez inefficace. Donc nous sommes au niveau de l'Europe dans la même situation qu'en France, c'est-à-dire des initiatives qui vont toutes dans le bon sens, qui sont assez dispersées, qui manquent encore de cohérence. Et au niveau de l'Académie, vous avez des équivalents ? Oui, tout à fait. Chez les voisins européens ? On a de très grands équivalents que nous jalousons un peu tellement. L'Académie, nos amis allemands, l'Acatech est une académie très importante, plus importante que la nôtre, car l'efficacité allemande a été là et le lien très étroit qu'elle a avec les pouvoirs publics allemands et les industriels allemands, nous les envions un petit peu. Ils ont démarré plus tôt, peut-être ? Donc, ils ont démarré un petit peu plus tôt et à l'allemande, ils s'y sont mis avec plus d'énergie que nous. Les Britanniques sont également très forts. Et donc, nous participons tous ensemble à une association qui s'appelle Eurocase, qui est une académie européenne, qui est la fédération des académies des technologies de 20 pays. Alors, il se trouve que la France est très présente dans Eurocase, car son siège est à Paris, son délégué général est français, est un membre de l'Académie des technologies françaises. Donc, nous pesons dans l'Académie Eurocase peut-être plus que nous pesons numériquement dans l'ensemble des académies européennes. Mais nous jouons notre partie. Très bien. Alors, Eurocase est très écouté de la Commission. Si je reviens sur la France et l'écoute des pouvoirs publics, mais aussi des citoyens, vous nous dites l'Académie, ça doit être un tiers de confiance sur les sujets de technologie. Qu'est-ce que ça veut dire déjà un tiers de confiance ? Qu'est-ce que ça engage pour qu'on ait vraiment confiance sur les avis et les rapports que vous allez rendre ? Et sur quel sujet vous pensez vous mobiliser en particulier là en 2022 ? Alors, c'est un point que je trouve très important parce que notre devise, si nous voulons la vivre complètement, suppose que nous sommes ce tiers de confiance, puisque nous voulons un progrès raisonné, choisi et partagé. Ça montre que nous travaillons pour le bien public, et pour cela, le public doit pouvoir avoir confiance que nous reflétons bien ce bien public. Cela veut dire concrètement la compétence, cela veut dire aussi l'indépendance, j'en ai parlé, cela veut dire aussi la visibilité, et merci de me recevoir pour cela. Et c'est donc un sujet très important. Nous ne pouvons pas tout couvrir, et nous allons prendre des sujets les uns après les autres. Cette année, nous allons certainement travailler par exemple sur la 5G. Le déploiement récent de la 5G a donné lieu à diverses réactions, beaucoup positives, certaines négatives, par de nos concitoyens, de nos élus, etc. C'est un sujet d'ailleurs important pour l'industrie. Tout à fait, c'est un sujet important pour l'industrie parce que un des atouts de la 5G... Apporter votre valeur ajoutée, j'imagine. Un des atouts de la 5G, c'est de pouvoir donner aux industriels les outils de l'industrie 4.0, c'est-à-dire l'interconnexion des objets, etc. Donc il est très important que le déploiement de la nouvelle tranche de 5G, nous ne sommes qu'au début de l'aventure, puisse se faire avec une meilleure compréhension du public et des responsables politiques. Donc nous allons par exemple travailler à cela en liaison avec le ministère de l'Industrie qui nous a sollicité pour ce faire. Alors 2022, c'est aussi l'année de la campagne électorale pour la nouvelle présidence de la République. Vous allez vous adresser aux candidats ?
Alors, nous sommes en contact avec eux et nous espérons qu'ils voudront bien s'intéresser à notre sujet. J'ai très bon espoir. Les contacts sont positifs. Donc, j'espère pouvoir en dire plus dans quelques temps, car nous aurons probablement des prises de position des candidats, de ceux qui voudront bien, sur les sujets qu'on leur a soumis. Et quels sont les sujets ? Alors, tous ceux de l'académie, mais bien entendu, la transition énergétique, le numérique, la santé, sont au cœur de notre questionnaire. Très bien. Donc vous êtes élu là. Il y aura bientôt matière à reparler. Il va falloir que je vous réinvite. Vous êtes élu là pour 2 ans, c'est 2 années renouvelables, je crois. Et donc votre principal objectif, juste voilà, pour terminer sur votre présidence à l'Académie des technologies. Mon principal objectif, c'est que cette académie que je trouve formidable, d'une très grande richesse intérieure, apparaisse à l'extérieur avec la même richesse et qu'elle soit vraiment utile encore plus à notre pays et que nos responsables politiques, gouvernementaux ou députés, sénateurs, mais aussi citoyens, mes presses, médias, n'hésitent pas à se tourner vers nous pour décrypter l'actualité ou les tendances technologiques, car c'est un monde immense. Nous ne vivons désormais entourés de technologies et nous avons ce paradoxe que, alors que la technologie prend de plus en plus de place dans notre vie et crée de réels progrès pour l'humanité, beaucoup de nos concitoyens en doutent encore. Donc il faut combler ce hiatus entre la réalité et la perception. Et oui, faire grandir les connaissances. On va terminer par le format interview express. C'est un format un peu plus personnel. Je vous pose une question très courte, vous répondez aussi spontanément que possible. Je vais commencer par vos rêves, Denis Rank. Mon rêve, d'abord pour l'Académie, c'est de faire ce que nous avons dit. À titre personnel, moi je suis un marin à la voile, oui. Donc j'essaie de combiner mes impératifs académiques avec la navigation. D'ailleurs, lorsque mon prédécesseur m'a téléphoné pour me proposer de prendre la suite, évidemment dans le cadre d'une élection, donc de me présenter l'élection, j'étais précisément sur mon bateau aux Antilles. Voilà, combiner les deux serait un vrai rêve. Est-ce que vous avez des peurs ? Ah oui, j'ai vraiment la peur que notre Europe se trouve déclassée par rapport aux grands régions leaders que sont la Chine et les États-Unis. Je suis profondément européen. Je pense que si nous continuons à rester isolés dans notre jeu national, je crains beaucoup pour l'avenir de nos enfants et pour moi maintenant les petits-enfants. Et le futur, vous l'imaginez comment ? Je l'imagine avec optimisme, parce que je pense que le peuple français et l'Europe ont su, en général, se réveiller à temps. Donc cette peur, elle doit nous inciter à l'action et pas nous paralyser. Merci beaucoup. C'était la grande interview de Denis Rank, le président de l'Académie des technologies. À suivre dans Smart Tech, on a le grand rendez-vous dans l'espace. Merci Denis Rank, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite, moi, un excellent week-end. On se retrouve très vite dans Smart Tech. Merci. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Et si entreprendre dans le spatial n'était pas plus difficile qu'ailleurs, finalement, on découvre aujourd'hui ensemble un entrepreneur français qui pousse ses ambitions jusque dans les étoiles. Nicolas Gomme est avec nous, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors, vous êtes ce qu'on pourrait appeler un serial entrepreneur. Vous avez d'abord commencé dans l'hôtellerie en Gironde avec votre famille et puis là, vous avez ensuite démarré beaucoup d'activités. On va brosser un petit peu ce tableau ensemble avant d'arriver au cœur de ce sujet qui est le secteur spatial dans lequel vous êtes investi. D'abord une start-up dans les jeux vidéo et puis vous avez ensuite ouvert une société d'édition en Chine en rachetant les droits par exemple du Père Castor. Vous avez vendu des millions de livres là-bas et puis finalement ensuite vous êtes passé à une agence de publicité. Ça a très bien marché, ça a été revendu à Publicis, si je ne me trompe pas. Une des premières web agencies qui, in fine, a été rachetée par Publicis, dont j'étais un cofondateur. Et puis ensuite est arrivée votre première aventure spatiale, celle de Space Cargo, qui a permis d'avoir une réponse à une question dont on ne savait pas qu'on attendait la réponse. Oui, le vin qui a voyagé dans l'espace a un meilleur goût a priori. Alors évidemment on va revenir sur l'enjeu scientifique plus sérieusement de cette mission qui est le véritable objet de Space Cargo. On va revenir à ça après, mais d'abord, comment est-ce qu'on passe d'une agence de publicité, mais d'autres parcours avant, au secteur spatial ? J'ai toujours été personnellement passionné par ce que la technologie pouvait changer dans nos vies.
J'aime les médias, la technologie, c'est les univers dans lesquels j'ai évolué. Et au fond, la spatiale a toujours été une passion, si ce n'est une obsession. Et finalement, en grandissant, on a vu avec mon cofondateur de Space Cargo Unlimited, Emmanuel Etchepart, une vraie opportunité, et une vraie opportunité pour la Terre. En fait, le spatial pour la Terre, c'est vraiment ce qui me motive dans mes 2 entreprises spatiales. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher là-haut pour ici? Parce qu'il n'y a qu'une seule planète, elle est fragile, il y a des grands enjeux devant nous, et je pense sincèrement que l'espace peut apporter des solutions et des clés. Est-ce qu'il y a des barrières quand on met un premier pied dans le secteur spatial en tant qu'entrepreneur ? Il y a les barrières de coût parce que par construction, le spatial exige énormément de financement. Clairement, c'est un secteur qui est un secteur aussi de souveraineté. Les lanceurs, c'est aussi la technologie pour avoir une force de dissuasion nucléaire pour la France avec des missiles correctement mis en place. Donc, et c'est pareil dans tous les pays. Et aujourd'hui, c'est aussi un enjeu politique. On a une course entre la Russie et les États-Unis qui a véritablement amené toutes les innovations et le développement du spatial des années 60 aux années 90, puis maintenant aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis. Donc dans cet environnement-là, il y a eu un changement majeur qui s'est passé aux États-Unis avec une NASA qui, après l'arrêt du programme de la navette spatiale, s'est retrouvée avec beaucoup de contraintes budgétaires, en tout cas des réductions de budget significatives. Le budget, il vient du Congrès. Le Congrès regarde ce que les contribuables sont prêts à soutenir. Et là, le spatial ne portait plus. Et il y a eu beaucoup de pragmatisme et d'intelligence pour développer des partenariats publics-privés, alors même que des entrepreneurs qui avaient fait fortune dans le numérique se prenaient de passion pour le spatial, au rang desquels, évidemment, Elon Musk, Jeff Bezos et d'autres. Et au fond, c'est cette alchimie publique-privée qui a véritablement relancé le spatial aux États-Unis, qui ensuite, avec la course entre la Chine et les États-Unis, a amené le modèle dans lequel on est. L'Europe a été traditionnellement plus dans une logique partenariale. Donc quand j'ai démarré, on n'était vraiment pas dans une culture entrepreneuriale. Ce que Space Cargo Unlimited a fait avec cette mission sur laquelle j'aimerais bien revenir pour expliquer ce qu'on fait quand même, sur le futur de l'agriculture et comment l'espace peut amener des clés pour l'agriculture de demain, et précisément la viticulture, qui est le sujet sur lequel nous nous sommes concentrés. Eh bien, on a été la première entreprise commerciale européenne à véritablement mettre en place un programme de recherche appliqué sur la station orbitale internationale. Il y a un moment de recherche qui est fait sur la station. On le voit avec chacun des astronautes. Thomas Pesquet a apporté énormément de travaux de recherche. C'est beaucoup de recherche fondamentale, c'est beaucoup de recherche appliquée qui touche la vie humaine dans l'espace, et notamment en prévision du retour sur la Lune et du voyage vers Mars. Mais au fond, une recherche appliquée qui amène véritablement des débouchés commerciaux. Pas vraiment, parce que tout simplement, il y avait beaucoup de barrières. Donc pour revenir à votre question, s'emparer de ce sujet, c'était d'abord trouver un chemin qui n'était pas simple, et effectivement avoir accès à des fonds. Et là, on a été créatifs, on a trouvé des idées originales. Alors, on va revenir sur la question des fonds qui est très importante dans l'entrepreneuriat, précisément dans le secteur spatial. D'abord, Space Cargo, c'est quoi ? L'avenir de l'agriculture par l'espace ? Donc Space Cargo, c'est un opérateur de projets en orbite basse, dans des environnements spatiaux pressurisés comme l'ISS, comme la station orbitale, avec l'objectif d'utiliser l'environnement spatial et spécifiquement l'absence de gravité comme un environnement pour fabriquer des produits à très haute valeur ajoutée pour la Terre, des produits qui sont soit très difficile, soit quasiment impossible à réaliser sur Terre. Donc la première mission que nous avons menée, elle est sur le sujet de la viticulture. On ambitionne et on est en train de travailler à développer naturellement une nouvelle variété de vignes plus résistante au changement climatique. Alors ce que l'on fait dans la vigne peut s'appliquer évidemment à d'autres domaines. On a commencé par la vigne parce que c'est un secteur qui est dans l'agriculture plus lucratif, donc il y a des moyens, donc il y a des chercheurs, des savoir-faire. On est associé à l'ISVV, l'Institut des sciences de la vigne et du vin, à l'INRAE, et puis à l'université d'Erlangen en Allemagne. Et ce que l'on a entrepris, c'est d'exposer des plants de vigne à un moment précis de leur développement, dans certaines conditions à l'environnement spatial, et spécifiquement l'absence de gravité, pour provoquer des évolutions naturelles qui donneraient une résistance supérieure à ces plantes une fois revenues sur Terre face au stress du changement climatique. Alors ça marche comment ? Ça marche par le fait super vignes qui résisteraient... Des super vignes, si vous voulez, on peut les appeler comme ça. Qui résisteraient donc au changement de température, aux parasites, exactement, aux mildiou. Qui menacent la Terre aujourd'hui. Et la raison, c'est que la gravité, c'est le seul paramètre de la vie qui, depuis 4,5 milliards d'années, n'a jamais bougé sur Terre. Tous les autres, la température, la pression, l'humidité, la luminosité, ont bougé de manière considérable. Donc, à
travers toutes les évolutions d'espèces animales et végétales depuis 4,5 milliards d'années, la gravité est toujours la colonne vertébrale, le point d'ancrage. Donc quand on l'enlève, ça crée un stress titanesque sur tout ce qui est vivant. Et quand on le fait à certains moments, dans certaines conditions, eh bien, ça va provoquer des évolutions naturelles. Donc les vignes qu'on a ramenées, on a envoyé 320 plants de vignes, moitié Merlot, moitié Cabernet Sauvignon. Je viens de Bordeaux et on est parti des cépages de nos vignes bordelaises, avec un enjeu très fort. Vous savez, la vigne, c'est une industrie qui fait vivre beaucoup de gens, qui est un fleuron de notre exportation française, et c'est aussi une activité qui est essentielle dans beaucoup de pays, l'Italie, l'Espagne, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis avec la Napa Valley et autres. Et au fond, avoir des vignes qui sont capables de s'adapter, c'est très difficile. Donc on peut prendre une voie de modification génétique. Nous, on a pris vraiment l'exact inverse, c'est de provoquer des évolutions naturelles. Donc ces plants de vignes, ils ont passé 10 mois sur la station orbitale. Ils sont partis avec SpaceX, en partenariat avec le CNES, avec lequel on a un partenariat extrêmement fort depuis maintenant quelques années, pour encore quelques années, sur ce projet. Et on a ramené ces plants de vignes, on les a plantés, et aujourd'hui, ils livrent toutes leurs promesses. Ces plants de vignes sont beaucoup plus résistants et prometteurs que des vignes qui étaient jumelles, qui avaient été coupées au même moment, qui sont restées, elles, sur terre. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire pour aller jusqu'aux fruits, aux raisins, et voir effectivement si on a un produit qui saura intéresser les vignerons. Mais la promesse de l'espace pour la vigne, on sait déjà qu'elle est très concrète, elle est très réelle. Donc l'idée, c'est ça qu'on développe. C'est pas de renvoyer des tas de vignes dans l'espace. L'idée, c'est de reprendre ce modèle et de reproduire en fait en serre ces vignes-là avec ces nouvelles capacités. C'est exactement ce qui se passe. On a un partenariat avec le groupe Mercier, qui est un des plus grands pépiniéristes viticoles dans le monde, qui fournit les grands châteaux que nous connaissons en France et dans le monde. Et le groupe Mercier et nous allons mettre sur le marché ces vignes lorsqu'elles auront donné satisfaction. Donc il y a encore du travail, il faut être dans le cycle de la nature. On vient de replanter ces vignes il y a quelques semaines, et ma foi, on va attendre de voir à l'automne ce qu'elles donnent. On aura peut-être d'autres cycles de saison à faire, mais c'est bien l'objectif, effectivement, de mettre ces vignes sur le marché pour les viticultures du monde entier. Alors on a bien compris que l'enjeu, c'était scientifique. C'était apporter des solutions sur la Terre pour faire face aux problématiques climatiques de demain. Mais on n'a pas pu s'empêcher quand même, quand on a vu voler ces bouteilles de Pétrus, de se dire qu'il y avait quand même un effet marketing, un effet waouh assez impressionnant. Est-ce que ça pourrait être quelque chose qui inspire les marques ? Dorénavant, on entend déjà parler d'envoyer des cartes postales dans l'espace, etc. Mais là, il y a une vraie question de se dire, est-ce qu'on pourra demain envoyer nos produits dans l'espace pour dire ils sont meilleurs, ils sont allés dans l'espace, vendez-les ? Déjà, pour expliquer le contexte pour vos téléspectateurs, nous avons envoyé des bouteilles de vin pour 2 objectifs. Le premier, c'est étudier le vin lui-même. Le vin, c'est un liquide vivant. C'est une sorte de terreau d'analyse extrêmement intéressant. Il ne faut pas oublier que Louis Pasteur y a fait des découvertes fondamentales en étudiant le vin à la fin du XIXe siècle. Donc, on a une vraie analyse qui est menée par l'ISVV, qui est sans doute le laboratoire le plus reconnu dans le monde dans l'étude œnologique. Donc, Philippe Darrier, qui est un des dirigeants de l'ISVV, est en train de travailler avec son équipe sur une analyse très fine de ce vin. On a fait une dégustation effectivement à l'aveugle, très rigoureuse le printemps dernier. Là, on va beaucoup plus loin et il publiera cette année ses conclusions. Mais on a un vin différent. Et on a appris des choses sur des sujets comme les polyphénols, qui sont importants évidemment dans l'œnologie, mais aussi dans la cosmétique et surtout l'industrie pharmaceutique. Beaucoup de choses intéressantes et tout un tas d'autres composants qu'on dévoilera, puisqu'on a l'objectif de partager ces découvertes. Donc ça, c'est une réalité. Ensuite, effectivement, il y a un problème de financement. Vous l'avez dit, c'était votre première question. Comment on finance tout ça ? Eh bien, ces bouteilles de vin qui sont devenues différentes, eh bien, on les a mis en vente avec Christie's et on a des acheteurs qui nous permettent, en achetant relativement cher ces bouteilles, de nous permettre d'avoir des moyens de financer toute la recherche dont je viens de parler. Donc, vous pouvez nous rappeler le montant des ventes de ces bouteilles ? On n'a pas communiqué le montant. Il est dit, en tout cas, il y a eu des articles qui disaient que c'était du côté de $1 million. C'est effectivement pas loin. Voilà. D'accord. Donc ça vous a servi à financer votre nouvelle aventure. On va y venir tout de suite. C'est une deuxième société qui s'appelle Orbit. Non, c'est pour financer ça nous a strictement servi à financer Space Cargo Limited. Très bien. Dans le langage de start-up, c'est en bootstrap. Voilà, on a une tradition bordelaise qui s'appelle la cuvée Retour des Indes, qui consistait à faire vieillir des bouteilles de vin sur des bateaux, qui a marqué le 19e siècle. Donc on a inventé la cuvée céleste et on a fait vieillir ces bouteilles de vin que nous avons
avons choisi, on ne l'a pas fait en partenariat avec le propriétaire, on l'a choisi parce que c'était un vin qui était extrêmement intéressant à étudier et puis qui avait évidemment une belle résonance. Et je pense qu'on l'amène. Cette société. Alors Orbit, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Là, on parle de former des humains pour aller dans l'espace. Voilà. Alors, à force d'aller dans les spatioport américains en particulier, l'Amérique réinvestit le vol spatial habité. Ce n'était pas le cas jusqu'à il y a très peu de temps, puisque c'était par la Russie que les Américains allaient sur l'ISS, par exemple. Donc, notamment, spécifiquement grâce à la société SpaceX, la NASA renvoie des astronautes depuis le sol américain, depuis maintenant... et on a peine à l'imaginer, mais ça fait juste un an, finalement. Oui, c'est ça. Après 10 ans de dépendance auprès de la Russie. Et si vous allez dans des spatioports américains, vous constatez que ce sont des vraies bases militaires, que c'est très austère, qu'il y a très peu d'infrastructures. J'étais frappé aussi par le fait qu'il y avait énormément d'actions. Moi, je parle de SpaceX, mais Blue Origin a fait voler maintenant plusieurs vols. Virgin Galactic en a fait un. Il y en a d'autres qui se positionnent. Axiom, autre entreprise privée, va envoyer des spationautes privés vivre une semaine sur la station orbitale. Ouvrir un hôtel sur l'ISS, en fait. Voilà, donc c'est leur ambition, tout à fait. Donc, il y a énormément aujourd'hui de gens qui vont pour le plaisir dans l'espace avec des moyens significatifs. Notre conviction, ma conviction, c'est qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont travailler et produire dans l'espace. Space Cargo fait des choses dans l'agriculture, mais demain, elle fera des choses dans la chimie, dans la biologie, dans les nouveaux matériaux, parce qu'il y a beaucoup d'usages et beaucoup d'opportunités de développer des produits à haute valeur ajoutée dans l'espace pour la Terre. Et on peut imaginer demain, en tout cas c'est l'ambition de Space Cargo, de construire des vraies usines spatiales pour la Terre. Il y aura une présence permanente sur la Lune et il y aura des bases de gens qui seront évidemment formés par la NASA, l'Agence spatiale européenne, comme Thomas Pesquet, avec des infrastructures très professionnelles. Mais on aura de plus en plus de gens qui iront pour des entreprises privées. Et on s'est dit qu'avec mon associé, qu'il y avait énormément de besoin de formation et qu'il n'y avait aucune infrastructure existante. Et là, on a essayé de mélanger... Alors, mon associé s'appelle Jason Andrews, c'est un entrepreneur très reconnu dans le spatial aux États-Unis. Il a fondé Andrews Flight, qui est un bureau d'études qui a très bien marché, Space Flight Industries, qui a été racheté par Mitsui, et Black Sky, qui a fait un SPAC et qui est aujourd'hui coté à New York. Et Jason, qui est dans le secteur de l'industrie. Vous aviez besoin d'une porte d'entrée, de ce crédit aussi de votre associé pour travailler auprès de la NASA. Vous aviez déjà de bonnes relations avec eux? On a de très bonnes relations avec la NASA, puisque la NASA était un de nos partenaires sur Space Cargo Unlimited. C'est grâce à la NASA qu'on envoyait nos bouteilles de vin, ce qui n'était pas facile, parce que voilà, il y avait des gros défis. Mais la NASA, c'est une grande entité avec plusieurs divisions. Effectivement, avoir un partenaire, c'est important. C'est aussi ma conception d'entrepreneuriat. Je suis associé avec Emmanuel Etchepart sur Space Cargo Unlimited, Jason Andrews sur Orbit. Ça aide pour le financement, ça, parce qu'il va falloir financer. Vous avez quand même, on est dans un secteur où financer un projet dans le spatial, on le voit avec les startups aujourd'hui, c'est très compliqué d'attirer des investisseurs privés parce que le retour sur investissement paraît très lointain. Alors, Space Cargo est indéniablement un projet à risque. On a la chance d'avoir eu un investisseur référent qui est aujourd'hui Euraseo, donc Benoît Grossman, pour Orbit pour Space Cargo Unlimited, qui nous a accompagnés et qui nous accompagne avec d'autres investisseurs privés, notamment des entrepreneurs de la tech. Donc on est extrêmement honoré et heureux de cet accompagnement parce qu'il fallait avoir ce courage effectivement de croire au secteur spatial. C'est quoi la recette magique qui vous a permis d'attirer ces entrepreneurs, ces entreprises privées, quand une partie de l'écosystème a du mal à trouver... C'est encore très dur. Bon, je ne sais pas s'il y a une recette miracle. Je crois qu'à la fin, c'est une question de connexion personnelle. Bon, après, j'essaie d'être rigoureux dans ce que je fais, d'être très clair sur ce que dire ce que je fais, faire ce que je dis, et après amener des idées aussi folles soient-elles, dans de la rigueur et des résultats. Personne croyait qu'on enverrait ces bouteilles de vin, personne pensait qu'on pouvait faire la première mission de recherche spatiale à but commercial privé sur la station orbitale. On l'a fait, elle est en train de se dérouler, et je pense que ça contribue à la confiance que les actionnaires nous témoignent, et on a des belles ambitions sur des réalités de marché qui sont extrêmement enthousiasmantes. Pour Orbit, je n'ai pas dit ce que nous faisions, donc on a entrepris de construire le premier centre de formation pour ces voyageurs spatiaux privés, pour le tourisme spatial, mais surtout pour demain travailler et produire dans l'espace. On a, et fils d'hôtelier que je suis, vous le rappeliez, puisque ma famille a construit et propriétaire aujourd'hui d'un hôtel qui s'appelle La Corniche dans le sud-ouest de la France. On a entrepris de construire un centre de formation qui regroupe toutes les infrastructures nécessaires pour se former, centrifugeuse, piscine, maquette de véhicules, salle de classe. On a recruté une équipe de formation et on va annoncer, alors
malheureusement pas aujourd'hui, mais on va annoncer dans pas très longtemps, ce printemps, le lieu de notre implantation aux États-Unis, mais c'est un endroit extrêmement intéressant, avec un design... Certainement pas loin des zones de lancement, j'imagine. Certainement pas loin, avec un design remarquable qui est porté par le génie qui est Philippe Stark, qui est passionné d'innovation, de technologie, et qui arrive à nous transcender en construisant un projet très ambitieux. Mais alors, avec cette nouvelle vision, est-ce qu'on peut imaginer, là, vous parlez de former, je ne sais pas moi, les chimistes, ou peut-être même les mécaniciens de demain qui iront dans l'espace, hein, c'est ça l'idée, mais c'est une vision extrêmement futuriste. Est-ce qu'on peut imaginer aussi, dans ce cas-là, que vous formerez les astronautes des agences de demain ? Celles qui n'auraient pas l'infrastructure. Je pense absolument que l'ESA, la NASA et les grandes agences sont très bien équipées. Il y a une équipe extraordinaire à l'Agence spatiale européenne qui forme Thomas Pesquet et tous les astronautes européens et le CNES. Maintenant, effectivement, quand on est un plus petit pays, en Asie, en Amérique, en Afrique, on peut avoir des ambitions spatiales et pas forcément cette infrastructure. Alors, il y a des accords interagences, mais on a cette ambition, effectivement, de pouvoir permettre des formations. Et je le pense, il ne faut pas sous-estimer notamment ce que Elon Musk va révolutionner avec Starship, ce véhicule spatial qu'il construit pour aller sur la Lune, puis sur Mars, qu'il a présenté la semaine dernière. Starship, c'est véritablement faire tomber énormément des coûts d'accès à l'espace. Donc, avoir un grand nombre de gens qui vont aller dans l'espace. Et si SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic, Axiom font des formations de sécurité, comme lorsque vous êtes dans un avion, on vous explique où sont les portes de secours en cas de problème, ils ne font pas de formation à proprement parler et de préparation. Non, on parle regardez, l'année dernière, il y a eu un certain nombre, il y a eu, je n'ai pas le titre, mais il y a eu une quinzaine de civils qui sont partis dans l'espace. On a Blue Origin a un carnet de commandes très rempli, Virgin c'est pareil. Donc, on parle de centaines de personnes qui vont aller dans l'espace 2022, 2023, 2024. Et avec Starship, ça sera des milliers de personnes. Donc, c'est pas si loin que ça. La prochaine étape, c'est quoi pour vous ? Vous avez déjà commencé ces formations ? Oui, alors on a déjà commencé ces formations dans des établissements existants, dont la Corniche au Pilat. Donc la prochaine session de formation a lieu la semaine du 19 septembre. Donc s'il y a des téléspectateurs intéressés, ils se connectent sur orbitspace.com. Eh bien, écoutez, pourquoi pas, avec plaisir. Donc, orbitspace.com pour avoir accès à la présentation de ces formations. Et quand est-ce que sera opérationnel l'ouverture est prévue aujourd'hui pour 2024. Et on annoncera ce printemps le lieu et on dévoilera des images de ce que nous construisons. Merci beaucoup Nicolas Gom d'être venu sur le plateau de Smart Space pour nous présenter votre parcours dans le secteur spatial, à la fois l'activité, donc je le rappelle, de Space Cargo Unlimited qui a vocation à développer un travail scientifique commercial dans l'espace et à la fois avec Orbit qui va former peut-être les voyageurs de l'espace de demain. Vous avez déjà commencé, on va suivre avec attention peut-être les prochaines annonces, donc si on a bien compris, dans les prochaines semaines qui nous dévoileront le lieu de ce nouveau centre de formation privé. Merci d'être venu sur le plateau de Smart Space. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette édition portrait, grande interview avec Nicolas Gom aujourd'hui. On se retrouve très vite sur Bismart. Bon week-end.